avec des techniques totalement inédites pour nous. Voilà, donc sur les conversions religieuses qui sont en lien étroit à Lyon avec l'assistance et avec le travail. Je vais essayer d'argumenter pour vous expliquer pourquoi ce lien et comment je l'ai développé. Donc, cette recherche a donné lieu... Attendez que je vais essayer de changer de diapositive. Voilà, elle a donné lieu à un livre qui a été publié aux presses universitaires de Lyon en 2018, dont le titre est 773 vies itinéraires de convertis à Lyon au XVIe siècle. Et le titre, pour moi, est essentiel, disons, parce que j'ai essayé de reconstituer ces trames de vie de 773 personnes qui passent par les mailles de la Compagnie pour la propagation de la foi. Voilà. Alors, je vais essayer d'articuler ma présentation en 4 points. Donc le premier, mais qui sont relativement courts, le premier, c'est vous expliquer les raisons d'une recherche. Parce que je pense que derrière toute recherche, il y a quand même des motivations qui sont à la fois scientifiques, mais qui sont aussi personnelles et qui influencent la manière dont après on va tisser aussi la trame du travail à la fois de recherche et de restitution de la recherche que l'on fait. Et puis j'essaierai de vous présenter la documentation sur laquelle j'ai travaillé et venir à des hypothèses à partir de cet assemblage de données pour arriver à vous présenter quelques-unes des conclusions auxquelles je suis parvenue. Donc je vais commencer par vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire une recherche sur les convertis protestants qui deviennent catholiques au fil du XVIIe siècle. Alors j'ai commencé cette recherche il y a longtemps, lorsque je suis arrivée à Lyon et je me suis installée ici en 2000. Je venais de Rome en passant par Paris. Et je m'étais spécialisée, disons, dans mon parcours d'étudiante, dans l'histoire d'un marché, qui est le marché des céréales dans les États pontificaux au XVIe siècle, jusqu'au XVIIIe. Et j'ai étudié la manière dont les autorités du pape avaient mis en place une forme hybride de redistribution et de distribution de ravitaillement, qui était basée sur une forme de marché, comme on l'entend aujourd'hui, mais aussi sur des formes de distribution publique qui visaient à assurer le ravitaillement nécessaire à la ville, mais aussi le contrôle des prix. Alors, je fais ce détour. Donc, ces questionnements portaient à la fois sur des modèles théoriques et sur les enjeux moraux de ces modèles. Comment, je me demandais en particulier comment un système qui reposait sur une idéologie qui est totalement différente de la nôtre actuelle pouvait influencer les comportements, les valeurs et les attentes de tous les gens qui participaient de ce marché, que ce soit les consommateurs, que ce soit les producteurs ou les boulangers. Voilà. Et j'ai essayé de comprendre quel était le rapport entre les individus et les institutions. Est-ce que les institutions modèlent nos comportements? Est-ce que nous sommes capables en tant qu'individus d'intervenir et petit à petit de creuser des cheminements aussi de transformation des institutions ou pas? Alors, je vous raconte ça qui est très éloigné évidemment du sujet d'aujourd'hui parce que, pour 2 raisons essentiellement. La première, c'est parce que c'est mon approche historiographique qui est restée toujours liée, disons, à la fois à l'histoire économique et sociale et qui a influencé aussi ma démarche et mon étude sur les convertis, essentiellement à Lyon. Et la seconde, c'est aussi parce que j'ai gardé un questionnement qui était analogue, c'est-à-dire que je voulais désormais savoir, toujours autour du rapport entre les individus et les institutions, je voulais essayer de voir les choses de l'autre côté, du côté des individus. Comment est-ce qu'on se rapporte avec une institution? Est-ce qu'on a des marges de choix? Est-ce que notre vie est totalement inscrite dans notre statut, notre position de départ? Ou bien on a des marges de liberté, de décision? Alors, donc, le questionnement était toujours les individus et les institutions, quelque part, quelles que soient les institutions, que ce soit des institutions économiques ou des églises, hein, c'est un peu le même questionnement. Et aussi cette idée au fond, de la liberté des individus, dans un système qui est censé aussi être relativement fermé. Alors, entre le temps de ma thèse, donc dans ce passage, il y a eu aussi tout un ensemble d'événements personnels qui ont posé, notamment le fait d'avoir des enfants, de poser des nouvelles questions qui concernent justement l'identité individuelle et comment est-ce que chacun de nous arrive plus ou moins à articuler ce qu'on hérite de nos parents, d'une tradition familiale, et ce qu'on peut apporter de nouveau à cette tradition, c'est-à-dire ce pourcentage, je dirais presque, de liberté qui nous fait éventuellement changer d'avis. Et ce questionnement est devenu relativement important, aussi parce que beaucoup d'historiens de l'époque moderne
affirme au fond que la question de l'identité individuelle ou de l'individu n'est pas pertinente pour nous, puisque les gens sont censés, avant l'invention entre guillemets de l'individu, comme catégorie disons presque philosophique, qu'on est coincé dans des statuts, des positions qui sont totalement inscrites dans ce qu'on est, et donc on n'a pas de pourcentage de liberté. Et moi ça me gênait un peu cette position, parce que je trouve que qu'après, au fil des archives aussi, et quand on commence à se pencher sur l'histoire d'individus qui sont peut-être pas les élites complètes ou la noblesse, on trouve des choix. Les gens choisissent de rester protestants ou de devenir catholiques, de traverser cette frontière religieuse plusieurs fois, comme ils choisissent, le choix évidemment contraint aussi par des conditions particulières, mais on peut choisir aussi de traverser la frontière qui sépare Genève du Lyonnais, et venir habiter à Lyon et faire le chemin de retour. Donc, ces marges de liberté m'intéressaient beaucoup. Et donc, dans cette question justement de la liberté et de la contrainte due à notre position héritée, il me semblait que la position des convertis était un beau sujet. Est-ce qu'un converti garde quelque chose, malgré sa conversion, de sa tradition familiale précédente? Il faut que je dise que j'ai des origines à la fois protestantes et catholiques, et que, effectivement, dans mon identité personnelle aussi, le fait d'hériter de ma grand-mère catholique des tableaux qui représentent des saints, je les garde, même si je suis plutôt protestante. Donc je devrais peut-être les enlever de mes murs. Et par contre, voilà. Donc tout ce jeu, je me dis, mais pourquoi les gens du XVIIe siècle devaient penser différemment? Il n'y a pas de raison qu'on se sente... Donc le démarrage de ma recherche venait de là. Et puis les convertis, parce qu'évidemment, sont des figures relativement marginales qui laissent de la documentation, parce qu'ils sont libres de se convertir, mais aussi poussés fortement à la conversion, en particulier au XVIIe siècle. Donc j'étais en désaccord avec cette position qui nie complètement les marges de liberté des individus, et je suis allée chercher où je pouvais les trouver. Donc, du coup, la documentation, effectivement, est une documentation qui est précieuse et abondante, puisque les convertis, on les trace, on les suit, on les accompagne. Alors, j'ai commencé à travailler donc, sur les archives de la Compagnie de la propagation de la foi, qui permettent d'assurer une base, disons, documentaire suffisamment grande, qui pourrait permettre donc d'identifier les convertis, éventuellement les motivations et leur histoire. La Compagnie de la propagation de la foi est instituée à Lyon en 1659. Elle est, disons, une filière de la maison mère qui est parisienne et qui dissémine un peu dans certains lieux un peu stratégiques en France des compagnies filles, disons, qui assurent la conversion des protestants. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la Compagnie pour la propagation de la foi? Elle prend en charge les individus qui s'adressent à elle, souvent ceux qui s'adressent à elle, parfois aussi ceux qu'elle va chercher, mais bon, j'y reviendrai éventuellement tout à l'heure. Elle les prend en charge à partir du moment où ils s'adressent pour dire « je voudrais me convertir ». Et donc, il y a tout un réseau composé de certains couvents qui hébergent les jeunes filles ou les garçons qui décident de se convertir s'ils ont besoin de logement, mais aussi tout un réseau qui est distribué dans la ville d'artisans, de personnes qui sont des formes les interlocuteurs, disons, économiques aussi de la compagnie, mais aussi d'une série de personnes qui finalement vont suivre et poursuivre aussi les convertis pour enquêter sur eux, pour les accompagner aussi au moment où ils ont des besoins. Et donc c'est pour ça qu'on a des archives qui sont intéressantes. Et donc elle les suit du moment où ils s'adressent à elle jusqu'au moment où la conversion est assurée. Enfin, elle est suffisamment solide pour qu'il n'ait plus besoin d'être suivi, et où les convertis ont payé leurs dettes, puisque les convertis reçoivent des aides fondamentales, économiques aussi, qu'ils doivent solder, parce que c'est des formes de crédit en fait. Parfois c'est des dons, mais le plus souvent c'est des prêts. Et en particulier, la Compagnie pour la propagation de la foi a deux types de documentation qui sont intéressantes. La première, ce sont les registres de conversion, où pour chaque converti, on a la date,
de la conversion, qui les a convertis, leur nom, leur prénom, si c'est une conversion faite en famille, souvent ce sont des conversions collectives, souvent la profession, l'origine des personnes, etc. Et donc on peut créer, disons, une base de données qui permet d'avoir les noms et les prénoms et un certain nombre de caractéristiques individuelles de ces convertis. D'où les 773 personnes qui sont, que j'ai pu suivre entre 1656, parce qu'il y a quelques conversions qui précèdent, qui est enregistrée a posteriori, qui précèdent la constitution officielle de la compagnie, et je me suis arrêtée en 1685. Parce qu'il me semblait que, avec la révocation de l'édit de Nantes, c'était un bon point de rupture, même si la compagnie continue de survivre et de suivre, mais à ce moment-là, ça change un peu de physionomie. Donc, 1656, quelques conversions, 1659 et 1600, jusqu'à 1685. Et là, donc, on a tous les données, je dirais presque d'état civil aujourd'hui, qui ne sont pas systématiques du tout, comme d'habitude. Hein. C'est-à-dire que c'est un pari. Parfois, on a le nom, le prénom, parfois, on n'a rien. Et parfois, on a des informations de plus. Et puis, il y a aussi un autre volet de la documentation de la compagnie. Ce sont les réunions hebdomadaires que la compagnie tient, il me semble lundi, et qui permettent de suivre les traces. C'est à la fois des registres comptables dans lesquels on note telle personne, on a acheté un métier à tisser ou des vêtements, ou bien on lui a payé un apprentissage, donc à tel chiffre. Donc tout est chiffré aussi, et on le voit se perpétrer dans le temps lorsqu'il y a d'autres donations ou d'autres bénéfices, disons, économiques, qui sont des espèces de livres de compte, hein, parce qu'après c'est à solder et à restituer. Mais aussi, on a tout un tas d'observations qui sont faites sur à la fois la vie de la compagnie, donc comment est-ce qu'on va les retrouver, les correspondants étrangers, et tout un tas d'informations aussi qui révèlent le fait qu'ils suivent justement les convertis pour savoir si c'est une conversion finalement efficace, bonne, juste, légitime, ou bien si c'est de l'arnaque en fait, si c'est une manière d'obtenir d'autres choses que la conversion. Et puis surtout, il s'assure aussi que rien n'empêche la liberté des convertis de se convertir. C'est-à-dire à la fois que ce soit des conversions forcées ou que ce soit des conversions empêchées par la famille. Et donc elle protège, elle vise à sortir notamment les convertis lorsque la famille risque de poser des problèmes. Et donc, à travers ces registres, on peut avoir tout un aperçu sur une vie qui n'est pas uniquement, qui n'est pas vraiment religieuse en fait, mais qui est beaucoup plus la vie économique ou la vie des relations et tous des éléments qui vraiment ont très peu à voir, je dirais presque, avec la composante religieuse. Et j'y reviendrai parce que c'est un problème aussi, mais c'est aussi un objet à interpréter. Donc, j'ai commencé à travailler à partir de cette documentation pour faire une base de données des convertis, pour avoir leur nom et puis pour aller les chercher un peu à droite et à gauche. Avec cette idée aussi d'essayer, mais qui s'est révélée totalement impraticable, qui était d'essayer de voir qu'est-ce qu'ils gardent de leur passé et qu'est-ce qu'ils vont innover. Est-ce qu'ils jettent tout ou est-ce que justement ils gardent les tableaux de la grand-mère, s'ils en ont. Ça n'a pas été possible, donc de ce point de vue ça a été très décevant, hein, et donc j'ai dû parcourir aussi d'autres pistes. Donc j'ai recensé ça et j'ai essayé de mettre ensemble tous ces bribes déjà de ces archives de la compagnie, et puis d'essayer de retrouver ces convertis à partir de leur nom, de leur prénom, de leur profession dans d'autres archives. Donc les premières sont les registres de baptême, de mariage et de sépulture de l'Église réformée, pour essayer de voir combien ils étaient, ceux qui étaient désignés comme originaires de Lyon, pour aller voir si je les retrouvais. Alors parfois je les retrouve dans les registres protestants, parfois je ne les retrouve pas. Donc est-ce qu'ils ont fait plusieurs passages de confession, comme c'est le cas souvent, ou parfois, quand ils arrivent de l'extérieur, évidemment, ils ne sont pas forcément sur ces registres. Donc j'ai fait entre-temps toute une base de données aussi sur l'Église réformée. Donc j'ai recensé, là c'est plutôt ces 7000 individus qui traversent dans le temps, parce que j'ai repris tout ce qui reste dans les archives d'état civil, on peut dire, de baptême, de mariage et de sépulture protestant à partir de la fin du XVIe siècle et jusqu'à un peu après, c'est 185. Donc, et là encore, l'idée c'était de retrouver ces gens dans leur vie protestante lorsqu'ils étaient lyonnais, ou même, je reviendrai sur la communauté protestante.
Et après, donc, je suis passée par toutes les étapes, disons, de l'histoire sociale. Donc, aller voir dans les archives des notaires pour retrouver les actes de mariage, les dots, les testaments, etc., les inventaires après décès et tout ça. Alors, cette partie-là a plutôt permis de reconstituer une physionomie de la communauté protestante plutôt que des convertis. Parce que des convertis inscrits dans la communauté protestante lyonnaise, il y en avait relativement peu, ce qui a été en partie une surprise. L'autre base documentaire aussi que j'ai étudiée, ça a été les archives du consistoire de Genève, puisque les archives du consistoire de Lyon ont disparu, sauf quelques actes pour la fin du siècle, mais il y en a très peu. Et je suis allée à Genève pour voir à la fois l'état civil genevois et puis les archives du consistoire et d'autres documents, des lettres, des correspondances, etc. Parce que finalement, un bon groupe de convertis viennent de Genève. Et je m'arrêterai en particulier sur eux en tant qu'étrangers particuliers, mais qui finalement jouent un rôle assez particulier. Alors, à côté de cette base documentaire, il y avait deux livres qui ont été, surtout le livre de Dean Martin, La conversion protestante à Lyon 1659-1687, qui retrace en gros toute l'histoire que j'ai reparcourue quelque part, avec une intention un peu différente, des problèmes qui étaient un peu différents des miens, mais qui a fait un travail qui est absolument significatif aussi de fouilles archivistiques et puis de reconstitutions, avec la logique plutôt de voir à la fois l'activité de la Compagnie pour la propagation de la foi et l'activité de l'Église protestante, la manière dont l'Église protestante a résisté à celles qu'elle considère des attaques directes à la survie, disons, des protestants. Voilà. Et puis un autre livre qui a été très utile aussi pour dessiner la physionomie, disons, des compagnies pour la propagation de la foi, qui est le livre d'une autre Martin, de Catherine Martin. Moi, je m'appelle Martinat, donc peut-être qu'il y a des choses qui ont un destin, j'en sais rien, mais en tout cas, donc, qui s'est occupé donc, de cela. Et donc, pour revenir à Odile Martin, parce que j'ai beaucoup discuté par livre interposé avec elle dans ma recherche, elle dresse le portrait des convertis. Enfin, je fais une synthèse extrême, mais c'est un profil type, disons, du converti type de Lyon, mais pas que de Lyon, où elle dit, je la cite, « Il s'agit d'un garçon, une fille d'une vingtaine d'années, venu de sa province ou de Genève, récompensé matériellement de sa conversion, placé comme apprenti ou compagnon et fidèle à sa profession de foi catholique. Autrement dit, un isolé auquel sa conversion assurait une intégration sociale. » Ça, c'est son profil type qui correspond parfaitement à ce que, évidemment, j'ai trouvé, puisque j'ai travaillé sur une documentation qui est abondamment la même, et qui est totalement convaincante. Mais, comme je disais tout à l'heure, elle insiste aussi sur la bonne résistance de la communauté réformée. C'est-à-dire qu'elle dessine le rapport entre une compagnie de la propagation de la foi qui serait armée contre la communauté protestante quelque part, et une communauté qui serait capable de résister, grâce, on ne sait pas si c'est la foi de ses membres, si c'est la solidité communautaire, etc. Alors, ces deux affirmations dans l'argumentation d'Odile Martin vont parfaitement ensemble, et sont en partie vraies, sauf que, moi j'avais deux questions, disons, supplémentaires. La première est, pourquoi les convertis sont plutôt jeunes et étrangers? Qu'est-ce qui fait que se dessine ce profil? Qu'est-ce qui le justifie? Et pourquoi l'Église réformée s'en sort plutôt bien, en fait? Elle n'est pas attaquée complètement. Et d'où la question subsidiaire qui est, est-ce que cela, le fait que la communauté ait bien résisté, correspond à un insuccès de la Compagnie pour la propagation de la foi? Est-ce qu'elle a failli dans ses objectifs? Ou bien elle avait, le succès de la position protestante, ou bien est-ce qu'il faut aller chercher ailleurs les raisons? Et notamment dans le fait que peut-être que l'objectif de la Compagnie pour la propagation de la foi n'était pas du tout d'attaquer directement une communauté protestante qui avait des imbrications aussi au sein des élites de la ville qui étaient importantes, et dans une position qui était relativement de contact continu. Il suffit de penser à Jacques Hobsbawm et à tous les intellectuels qui ont participé avec les catholiques à promouvoir aussi une culture
disons, humanistes et classiques aussi, et qui n'étaient pas forcément attaqués, les médecins, etc. Donc, comme Spon et d'autres. Donc, là, à partir de ces questions qui restaient pour moi un peu suspendues à partir de ma recherche et des conclusions d'Odile Martin, j'ai essayé de revoir, de redessiner, mais de repartir, disons, des données en quelque sorte. Alors, je suis désolée de vous donner des données quantitatives, mais ça permet d'avoir une vision d'ensemble de ce que c'est que ces convertis. Donc, voilà, hommes et femmes, vous avez le nombre, il y a beaucoup, le 43%, alors ça c'est un pourcentage, la date est erronée je crois, je viens de m'en apercevoir, c'est 156 jusqu'à 187, parce que j'ai laissé épuiser un peu aussi l'édit de la révocation. Donc on a 773 individus et on a un peu plus de femmes que d'hommes. Puis on a des âges qui sont effectivement jeunes, puisqu'ici vous avez entre les 15-19 ans, ça correspond à 11%, le 15% les 20-24, le 25-29, le 17%, ce qui fait pratiquement plus que la moitié de tous les convertis. Alors, y compris ici, alors je n'ai pas inclus dans ce calcul, puisqu'il faut ajouter aussi les moins de 14 ans, donc les mineurs, en quelque sorte, ceux qui se convertissent généralement avec la famille, hein, mais qui correspondent aussi aux 7%. Qui font pratiquement un bon ensemble, une bonne majorité des convertis. Et après, donc, quelles sont leurs origines? Bon, le 40% des cas identifiés viennent de l'étranger, le 59%, presque 60% de France. Bon, là, les données sont différentes parce que j'ai fait des pourcentages qui correspondent. Vous voyez qu'il y a pas mal de provenances qui sont indéterminées, où c'est jamais indiqué d'où les gens viennent. Donc, j'ai considéré indéterminé aussi ce que je n'ai pas réussi à trouver dans les archives lyonnaises, mais peut-être qu'il s'agit de Lyonnais aussi. Ah, mais donc, on a évidemment beaucoup d'étrangers et aussi beaucoup, dans la France, il y a évidemment les Lyonnais, mais il y a aussi tous ceux qui viennent des autres parties de France. Et puis dans les lieux d'origine des convertis étrangers, vous voyez qu'il y a un pourcentage important, que le 55% de tous les étrangers viennent de Genève. Donc évidemment, c'est un cas qui m'a intéressé particulièrement. Et puis vous y trouvez tous les lieux finalement de la présence protestante européenne, hein, sans étonnement. Le reste de la Suisse, une partie de l'Angleterre, de l'Écosse, quelques villes allemandes et les provinces unies. Et dans ces convertis, il y a aussi bien des réformés que des luthériens. On trouve aussi, même dans la communauté protestante lyonnaise, il y a un certain nombre de luthériens qui s'associent dans le culte à l'église, disons, réformée. Alors, donc j'ai commencé dans mes études, je suis partie effectivement des Genevois, de dire, ben voilà, qu'est-ce qui se passe, quel est le lien, disons, entre Genève, etc. Donc je vais l'utiliser, je vais me focaliser pas mal sur les Genevois, mais c'est un exemple aussi qui explique pas mal d'autres provenances étrangères, hein, et cette partie consistante des étrangers. Alors, d'abord, il faut dire que le fait d'être étranger ou genevois, ce n'est pas du tout une caractéristique particulière pour Lyon, hein, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, évidemment, c'est une ville marchande, donc il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup de Suisses. On est à la deuxième moitié du XVIIe siècle, donc il y a des vagues, disons, migratoires et de concentration marchande qui sont passées plutôt vers le nord de l'Europe, de l'Italie. Hein. Les Italiens sont beaucoup moins nombreux, au moins activement nombreux, et c'est plutôt les Suisses, les Sang-Gallois qui ont obtenu aussi des privilèges commerciaux pendant cette période, etc. Mais il y a toute une vague de marchands étrangers qui est plutôt bien installée en ville. Pas que des protestants d'ailleurs. Hein. Donc, et à Lyon, on croise donc toutes les nations étrangères qui sont organisées à la fois du point de vue de leur propre réseau, mais aussi des rapports avec la ville, des rapports commerciaux, donc à partir des privilèges, et à partir aussi de leur participation, disons, à la vie urbaine. Ils ont souvent une identité juridique collective qui rassemble à la fois catholiques et protestants. Donc c'est une ville qui est relativement ouverte à la fois à la présence étrangère et aussi à ce mélange entre catholiques et protestants qui est peu discriminatoire quelque part, hein, qui permet. Donc, si on regarde la présence de ces étrangers aussi dans les rangs de la communauté protestante, de la communauté réformée, ben on y trouve beaucoup d'Allemands, de Suisses, de Genevois, de Dauphinois aussi,
qui sont très nombreux et qui constituent un noyau important de marchands et de négociants qui travaillent plus ou moins dans des métiers qui sont à la fois de la grande fabrique de la soie ou bien à côté. Mais qui sont des véritables élites, sont des personnes relativement puissantes économiquement et socialement. Mais parmi aussi ces étrangers, il y a quand même beaucoup de pauvres, beaucoup de gens qui sont des ouvriers de la soie ou qui font d'autres métiers, beaucoup de jeunes filles. Ce n'est pas une communauté protestante qui est faite exclusivement par les élites. C'est une communauté qui est très très hétérogène du point de vue social. Si on reprend ce fameux document qui est aux archives municipales de Lyon et qui est cette espèce de photographie de l'église protestante en 1651, on y voit avec les cotisations que chaque personne ou chaque famille paye pour l'entretien des pasteurs et pour l'église, on y voit un noyau très fort, très économiquement très fort, qui cotise beaucoup, mais on y voit aussi la majorité ne cotise pas ou sont subventionnés par l'Église. Et donc, et ça c'est un résumé, si vous voulez, une photographie de la communauté à un moment donné qui permet justement d'avoir une espèce de photographie économique aussi de la communauté. Donc, il y a, au sein de la communauté protestante, il y a ceux qui sont, disons, les élites, pour simplifier, qui maintiennent tous des liens économiques et sociaux avec Genève, en particulier, mais avec la Suisse, qui se construisent, par exemple, au moment où des enfants qui sont nés à Lyon, qui sont baptisés à Lyon, se marient à Lyon, et puis ils partent. On les voit disparaître des archives, parce qu'ils sont partis, ils sont installés à Genève pour gérer une branche de la société familiale, et puis on les voit revenir, par exemple, comme ou témoins des noces de leur famille, ou bien comme parrains et marraines des enfants qui naissent ici, et donc on arrive à comprendre comment ils sont partis. Mais on voit aussi justement tous ces étrangers qui font partie des métiers plus modestes, qui sont plus ou moins liés à la soie, et surtout tous les servants et les servantes qui vont au service des familles protestantes, mais aussi des familles catholiques. Et c'est des gens qui s'en sortent à peine avec leur métier, et qui sont extrêmement fragilisés dès qu'un événement de la vie personnelle ou sociale intervient. Il suffit qu'il y ait une maladie, il suffit qu'il y ait un empêchement pour travailler, un enfant de trop à nourrir, et ça précipite dans la misère. Donc ils ont systématiquement recours à des formes d'assistance. Voilà, ou bien la mort d'un conjoint, le départ d'un conjoint. Il y a souvent des femmes seules parce que les maris sont allés chercher faire fortune dans les métiers de la soie ailleurs, à Gênes par exemple, à Genève bien sûr, mais aussi à Turin, à Milan, à Gênes, et qui partent, on ne sait plus les retrouver. Ou bien encore l'interdiction à l'exercice de certaines professions qui résultent de la politique de la monarchie. Bien que, parce qu'à un certain moment, Louis XIV interdit un certain nombre de métiers de la soie aux protestants, et en fait on les voit travailler quand même dans la soie. Donc il y a aussi une révisitation des règles de la monarchie locale qui ne respectent pas tout à fait les choses. Donc, pour assister tout ce monde qui est un monde très très fragile, il y a des institutions, à la fois municipales, pour la protection et l'assistance incontournable pour ces couches de population. Alors, l'institution la plus importante est certainement le monde général, qui a été fondé en 1534 et qui effectivement sert à faire face à tout ce genre de situations, qui gère l'hôpital de la Charité, qui abrite à son tour les pauvres dans des moments particuliers de leur existence. Mais il existe aussi des formes de charité et d'assistance qui sont plus modestes et qui sont plus à l'échelle à la fois des églises ou d'institutions particulières. C'est le cas par exemple de l'assistance et du soutien qui est mis en place par l'Église réformée. Alors là, problème documentaire, c'est qu'on ne retrouve que quelques bribes des comptes de chaque quartier, parce que l'Église avait avait divisé la ville en plusieurs quartiers, chacun avait une série de personnes qui devaient s'occuper de leur quartier, donc de voir qui étaient les pauvres, s'ils avaient des besoins, les financer, etc. Il reste quelques bribes de leurs comptes qui sont des comptes d'assistance. La chose la plus intéressante, c'est tous les médecins et les pharmaciens qui se mettent au service protestant, qui se mettent au service de l'Église, qui sont rétribués par l'Église, mais qui font aussi de la bienfaisance. C'est qu'ils le font aussi de façon
gratuite, disons charitable, qui s'occupe de faire des médicaments pour les malades, qui s'occupe de visiter les malades, etc. Mais il y a aussi des distributions d'argent régulières pour les pauvres, régulières et extraordinaires. Il y a par exemple tout un réseau aussi d'accueil des malades, qui a des ramifications vers le sud, en fait, vers la route du sud et des terres plus protestantes, en quelque sorte. Mais par exemple, à Romans, il y a des femmes qui gèrent des espèces de pensions, qui accueillent les malades aussi pendant un temps, et qui sont payées à leur tour, par exemple, par l'Église protestante. Donc, les bribes documentaires qui subsistent de ces contes permettent, que j'ai étudiées, parce que, évidemment, je me suis dit, bon, ok, une hypothèse est celle qu'on se convertit parce qu'on n'arrive pas à trouver de l'assistance au sein de la communauté à laquelle on appartient. Donc, on va voir combien elle finance. Et en fait, la comparaison entre les comptes, l'étude des comptes de l'assistance protestante montre que l'Église est tout à fait à même de financer à la fois ses propres membres, mais aussi un certain nombre de personnes qui viennent de l'étranger. Donc parfois on a des mentions, on a donné telle somme à une jeune fille suisse ou un garçon de Suisse qui passait par là, et c'est souvent des gens qui font que passer par l'Union aussi et qui repartent. Donc sans même dire leur nom, et donc ce n'est pas forcément des gens inscrits dans l'Église. Mais évidemment, il y a aussi ceux qui sont inscrits dans l'Église. Donc, cette assistance, elle est relativement efficace. C'est pas, donc les gens ne s'en vont pas nécessairement parce qu'ils ne trouvent pas de l'assistance, sauf pour des raisons bien spécifiques qui concernent ces individus, je dirais presque marginaux dans l'Église, qui sont un peu, on peut soupçonner d'avoir été soupçonnés par l'Église de ne pas être des gens très fiables. Mais sinon, c'est une assistance qui va relativement, qui fonctionne relativement bien. Donc, la question qui a surgi est celle de dire, voilà, pourquoi on ne trouve pas, si vous voulez, les convertis de ma base de données des 773, pourquoi on n'en trouve pas beaucoup dans ces registres-là? On en trouve quelques-uns. Mais pourquoi il y a si peu de gens de cet état, dans le besoin, quelque part, des étrangers qui ont fait un passage dans l'Église protestante? C'est étonnant, parce que c'est étonnant. Mon attente aurait plutôt été celle de dire, voilà, j'arrive de Genève, je suis protestante, Genève et Lyon ont des relations systématiques, les deux églises se parlent assez souvent, s'échangent des pasteurs aussi. Donc, je pars de Genève, j'ai besoin de trouver un job, un travail à Lyon, je vais m'adresser à mon église. Ça me paraîtrait un truc plutôt logique. Et pourquoi j'en trouve aussi peu? Alors, mon idée, c'est que les convertis, surtout ceux qui viennent de l'étranger et de Genève, ignorent quelque part complètement l'existence de la communauté réformée et s'en passent complètement. Tout se passe comme si on arrivait à Lyon avec l'adresse dans la poche de la Compagnie pour la propagation de la foi et avec un projet qui a mûri à Genève, non pas à Lyon. On ne se trouve pas par hasard dans les bras, disons, de la Compagnie. Et donc, moi j'imaginais ces jeunes filles, surtout, mais aussi les garçons, qui arrivaient vraiment presque dans la poche un papier en disant vous vous adresserez à telle personne et vous allez dire que vous voulez vous convertir et vous trouverez un foyer, de la nourriture et puis éventuellement aussi un métier. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'une bonne partie de ceux qui arrivent font comme ça. Ils vont directement s'adresser à la compagnie. Pourquoi ils tournent le dos à la communauté religieuse à laquelle ils appartiennent? Alors, et là, il y a tout un tas d'hypothèses que j'ai commencé à faire sur les raisons pour lesquelles ces personnes qui avaient une appartenance, disons, et des origines totalement protestantes, qui semblaient aussi où j'avais pas de raison de soupçonner qu'ils soient en conflit ouvert avec leur église initiale, pourquoi ils font ce type de choix? Alors, il y a évidemment l'hypothèse, et ça je reviens à cette histoire impossible à détecter dans ces archives et dans d'autres, qu'ils aient changé effectivement de foi, c'est-à-dire qu'ils soient convaincus entre-temps qu'il n'y a que l'Église catholique, donc il fallait se convertir.
C'est une raison, disons, spirituelle. Ça, on n'a absolument pas la possibilité de dire oui ou non, de discuter de cette hypothèse, puisque les gens ne parlent pas, ne nous racontent pas leur vie privée et leur vie religieuse, donc on ne le sait pas. Moi, j'ai tendance à me méfier un peu de cette explication, parce que c'est une explication qui est plutôt, d'abord difficile à prouver, mais aussi qui me semble un peu improbable, hein, que autant de personnes avec le même profil, quelque part, voient, sur la voie de Damas, voient la Vierge et se convertissent au catholicisme. Mais je reste dans le doute, c'est-à-dire que moi je fais l'hypothèse qu'il faut ajouter à une éventuelle conversion spirituelle d'autres motifs qui la poussent, qui la rendent plus ou moins possible, agréable, souhaitable, etc., que celle-là. Donc on ne peut procéder là que par précaution, avec beaucoup de précautions et de manière indiciaire. Donc j'ai essayé de composer une série d'indices qui croisent les Genevois, alors je ne vous ai pas mis les données sur le temps de leur conversion, sur le mouvement, disons, dans le temps entre 56 et 87 des conversions des Genevois, mais on voit des pics, en particulier vers les années 70. Et en fait, nous savons plusieurs choses. Alors, numéro 1, nous savons que à Genève et dans les alentours catholiques de la ville, c'est comme si Genève était entourée par des institutions qui poussent à la conversion des Genevois dès qu'ils sortent des portes de la ville. Donc il y a plusieurs institutions qui favorisent la conversion des Genevois. Et c'est Rousseau qui le témoigne. Rousseau écrit sur ses expériences de conversion très peu de temps après. Bon, il écrit en 1766 avec une réélaboration évidemment qui est aussi une manière de voir la religion qui est celle des Lumières, donc qui n'a plus rien à voir avec celle-ci. Mais son expérience, c'était un artisan, Rousseau, qui sort de la ville. Je vous lirai un passage après de lui qui témoigne de la manière dont ça se passe à côté de Genève. Et nous, on le sait aussi, parce que par exemple, moi j'ai trouvé des cas de quelques artisans de Genève qui sont hébergés pendant un temps au couvent des Capucins de Saint-Julien genevois, qui est un couvent créé pour la conversion des Genevois. Par exemple, il y a 2000 années catholiques d'origine qui s'appellent Pusterle et Lunati, qui émigrent d'abord à Genève, se convertissent, deviennent protestants, et puis ils repartent. Ils débarquent à Saint-Julien genevois, ils postulent pour une reconversion, et après on les retrouve par exemple à Lyon pour exercer des métiers. Donc double conversion, et il y en a plusieurs de ce genre. Ou bien il y en a une autre, il y a un certain Paul Damian, qui est un Genevois, qui est condamné en 1637 par les Genevois, donc c'est un peu avant notre période, je cite, parce qu'il était allé demander de l'argent au capucin de Saint-Julien qui lui en avait donné pour qu'il changeât de religion. Donc on a plein d'attestations de cela. Dans les années 80, on a un gros cas qui remonte même à la monarchie, puisque le résident de France à Genève, Monseigneur Dupré, je crois, est accusé de faire trop de zèle comme convertisseur et donc de léser aussi les relations diplomatiques entre la République et le Royaume de France, puisqu'il s'acharne justement à convertir à l'intérieur même de la ville de manière qui est un peu critiquée, enfin qui pose certains problèmes. Puis on a des liens attestés entre le travail de la Compagnie pour la propagation de la foi de Lyon avec la Compagnie de Gex, de Grenoble, etc., pour héberger, pour s'échanger les convertis, etc. Donc on sait qu'il y a aussi cela. Et au milieu du XVIIe siècle, ce qu'on sait aussi, c'est que, à Genève, on est au courant de ces opportunités. Et en fait, ce qui est significatif, c'est que l'économie genevoise, qui est basée aussi sur une industrie de la soie assez solide, elle a des conjonctures inversées par rapport à Lyon. C'est-à-dire les moments de crise de l'industrie de la soie de Genève correspondent aux moments les plutôt positifs pour Lyon. Et qu'est-ce qui se passe dans un moment de crise de la soie à Genève? Les premières à partir, disons, de l'industrie sont les filles. Et puis, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que les propriétaires, les marchands fabricants de la soie de Genève délocalisent la production à l'extérieur de la ville. La délocalisent parce que ça coûte moins cher, parce qu'elle est moins protégée par les institutions de protection, disons, ouvrières. Sauf que externaliser la production
et la délocaliser à l'extérieur de la ville, c'est-à-dire la confier à des catholiques. Et il se trouve que les marchands fabricants les plus importants qui font ces opérations-là sont aussi à la direction, font partie des élites de l'Église réformée genevoise. Donc il y a quelque chose qui fait partie d'une espèce d'affaiblissement potentiel. On est dans l'ordre des hypothèses et des indices à mettre autour d'une situation pour essayer de comprendre comment on peut se comporter. Et donc il y a tout un ensemble comment dire, il y a une espèce de difficulté de la part de ces jeunes filles ou des jeunes garçons aussi, qui se trouvent sans travail, qui croyaient à la foi, à leur métier, à leur religion, en se disant mais comment est-ce que ceux qui dirigent notre Église, quelque part, peuvent jeter notre vie dans les mains des catholiques à l'extérieur. Et donc, quelque part, il se crée une espèce de malaise qui est à la fois professionnel, économique, mais qui est aussi religieux. C'est-à-dire, on se détache un peu de cette espèce de confiance que l'on a dans la direction de l'Église aussi. Et ça favorise, à mon sens, ça favorise une espèce, ça libère quelque part les individus pour dire, bon, okay, maintenant on va partir. Il n'y a pas de travail, et pourquoi ne pas faire exactement ce qu'ils ont fait avec nous, de donner le travail aux catholiques, ben non, on va devenir catholique. Au fond, la distance entre les catholiques et les protestants, sauf chez les théologiens, ou, enfin, dans les discussions théologiques, etc., elle est acceptable. C'est dans les moments où c'est moins conflictuel que la différence spécifique, elle est assez acceptable. Et donc, on voit, quelque part, cette espèce de mouvement qui se produit entre Genève et Lyon et qui permet d'expliquer à la fois une migration économique, mais qui peut se détacher aussi de l'Église. Et donc, à travers le réseau qui se forme autour de Genève, mais même à Genève, ben les jeunes partent effectivement avec la carte de visite métaphorique, mais réelle, de la Compagnie pour la propagation de la foi. Et c'est là où la Compagnie, effectivement, joue sa carte aussi politique la plus importante, puisque c'est cette population qu'elle va cibler. Donc, elle permet effectivement de faire face à toutes les difficultés de cette population très fragile, de s'insérer en ville. Et là, la Compagnie, elle est parfaite, parce qu'elle a les réseaux, elle a les artisans qui leur permettent de caser des apprentis, de mettre à travailler certaines personnes. Elle a aussi un réservoir, par exemple, de convertis plus ou moins fiables que l'on peut marier avec d'autres convertis qui arrivent. Donc elle organise des mariages entre convertis, elle organise des apprentissages, elle organise tout un tas de choses qui permet justement d'asseoir ce genre de conversion. Donc, la question, voilà, pour moi, c'est que du point de vue religieux, on ne peut rien dire quelque part, mais on peut mettre ensemble un certain nombre d'indices, à l'aide de Rousseau aussi, qui nous permet de comprendre comment est-ce que la conversion devient personnellement un geste relativement facile. C'est jamais facile, parce qu'on quitte quand même quelque chose de connu qui a, même à Genève, qui permet une certaine solidité aussi, et de résistance aux difficultés, mais qui finalement s'assouplit au fil du temps. Alors, je vais vous lire une citation de l'expérience de Rousseau, parce que ça me semble très... alors, c'est l'expérience révisitée dans les années 60 du XVIIIe siècle, mais il dit quelque chose pour moi qui est très, très intéressant et qui se rapporte aussi à certains cas que j'ai pu trouver. Je cite, « À force de voyager et de parcourir le monde, j'allais jusqu'à Confignon, terre de Savoie, à 2 lieues de Genève. Le curé s'appelait M. de Pontvert. Ce nom, fameux dans l'histoire de la République, me frappa beaucoup. J'étais curieux de voir comment étaient faits les descendants des gentilshommes de la Cuillère. J'allais voir M. de Pontvert. Il me reçut bien, me parla de l'hérésie de Genève, de l'autorité de la Sainte Mère Église, et me donna à dîner. Je trouvais peu de choses à répondre à ces arguments qui finissaient ainsi, et je jugeais que des curés chez qui l'on dînait si bien valaient tout au moins nos ministres. J'étais certainement plus savant que M. de Pontvert, tout gentilhomme qu'il était. Mais j'étais trop bon convive pour être si bon théologien, et son vin de Frangy, qui me parut excellent, argumentait si victorieusement pour lui que j'aurais rougi de fermer la bouche à un si bon hôte. Alors, il y a toute l'ironie aussi de Rousseau et la critique de la religion. Mais après, il y a quelques remarques qui me semblaient intéressantes. Je cédais donc, ou du moins je ne résistais pas en face. À voir les ménagements dont j'usais,
On m'aurait cru faux. On se fut trompé. Je n'étais qu'honnête, cela est certain. La flatterie, ou plutôt la condescendance, n'est pas toujours un vice, elle est plus souvent une vertu, surtout dans les jeunes gens. La bonté avec laquelle un homme nous traite nous attache à lui. Ce n'est pas pour l'abuser qu'on lui cède, c'est pour ne pas l'attrister, pour ne pas lui rendre le mal pour le bien. Quel intérêt avait M. de Pontverre à m'accueillir, à me bien traiter, à vouloir me convaincre? Nul autre que le mien propre. Mon jeune cœur se disait cela. J'étais touché de reconnaissance et de respect pour le bon prêtre. Je sentais ma supériorité. Je ne voulais pas l'en accabler pour prix de son hospitalité. Il n'y avait point de motif hypocrite à cette conduite. Je ne songeais point à changer de religion, et bien loin de me familiariser si vite avec cette idée, je ne l'envisageais qu'avec une horreur qui devait l'écarter de moi pour longtemps. Je voulais seulement ne point fâcher ceux qui me caressaient dans cette vue. Donc il dit quelque chose qui est, voilà, que dans la relation après qu'on tisse avec des autorités bienveillantes, etc., ben on peut être amené aussi à changer de religion simplement pour ne pas gêner trop nos autres. Alors, je ne sais pas si elle peut s'appliquer directement, mais dans d'autres témoignages, quelques témoignages de convertis, par exemple, il y a l'histoire d'une Suzanne Lucas, qui est une femme qui, en 85, en fait, on est vraiment vers la fin, qui est accusée d'être relapse, c'est-à-dire de s'être convertie, être née protestante, devenue catholique, et puis avoir repris son activité de protestante. Donc on la prend à la sortie du temple de comment il s'appelle, Saint-Romain au Mont d'Or, en fait, et on lui dit, mais tu t'étais converti, donc qu'est-ce que tu fais là, etc. Et puis elle donne une réponse qui dit, bon, il paraît que je ne me souviens pas de la citation vraiment vraie, mais le sens était, oui, on m'a dit que quelqu'un m'avait interrogé si je voulais abandonner l'hérésie. Je dis, ben oui, évidemment, je vais abandonner l'hérésie, mais je n'étais même pas consciente de ce que j'étais en train de faire. C'était une forme à la fois de bienveillance. Je dis, ben oui, on fait comme ça, vous insistez, je vous dis oui, mais... Donc, il y a quand même des retours sur ça. Et donc, les services de la compagnie se présentent comme des services à la fois religieux et socio-économiques, d'accueil, en fait, puisqu'elle offre un abri à ceux et celles qui viennent d'arriver en ville, elles offrent des opportunités professionnelles, des prêts d'argent, etc. Et puis, ils assistent aussi ceux et celles qui veulent abandonner la religion réformée. Alors, il ne s'agit pas toujours d'une victoire, hein, dans le sens que souvent ces conversions échouent, dans le sens qu'il y a des personnes qui après repartent parce qu'ils n'ont pas trouvé leur affaire en ville, et donc elles décident de repartir. Et par exemple, il y a des gens, voilà, qui se convertissent, et puis au bout de 2 ans, ils disent, bon, on repart à Genève pour aller récupérer une autre fille qui est restée là-bas pour la faire convertir, et puis après on perd les traces. Donc le problème, c'est que les gens, quand ils parlent, ils mentent. Donc c'est assez difficile de trouver dans leurs mots ce qu'ils vont faire. Mais on peut les dénicher. Donc après, il y a d'autres cas qui fonctionnent dans le sens opposé. Quelqu'un dont la conversion a été efficace du point de vue de leur parcours de vie et de leur réalisation, et donc qui disent effectivement, qui appellent un frère, une sœur, un neveu, et qui le font venir ici, qui repassent par la compagnie, qui se convertit, et puis on les voit avoir une vie intense ensemble. Parfois, les motivations pour les conversions ne sont pas évidemment économiques. Hein. Je ne veux pas prétendre que tout est un prétexte, hein. Mais il y a toutes des histoires qui s'imbriquent et qui prennent du sens. Et là, je voudrais passer un petit moment pour vous raconter l'histoire de 2 sœurs qui s'appellent Sarah et Suzanne Balexer, qui sont originaires de Genève, et qui ont une histoire où leur conversion correspond à une espèce de volonté, je pense, hein, de trouver une espèce de liberté de tous les contrôles de l'Église qui pesaient de façon assez violente sur elles. Donc elles sont originaires de Genève, mais elles se déplacent avec leur père qui vient s'installer, bon, elles perdent leur mère genevoise, leur père vient à Lyon avec les filles, et puis ils font des allers-retours constants, qui n'est pas toujours aisé de voir. Alors la première, c'est Sarah, qui suit son père à Lyon, mais après, elle repart à Genève, où elle se fiance avec un orfèvre, qui s'appelle François Gardel, et on est en 1643. Sauf que Gardel est un homme très malhonnête, qui avait déjà dû fuir de Genève, parce qu'il avait engrossé la domestique du maître auprès duquel il travaillait. Donc il était parti.
Et un oncle de Sarah, qui habitait à Genève, qui était habitant de Genève, donc avec un statut particulier, était intervenu aussi auprès du consistoire de Genève pour essayer d'éviter le mariage. Il s'était fiancé, mais il voulait éviter, parce que c'était vraiment un individu abject, quelque part. Mais le consistoire n'avait pas voulu entendre raison. Il n'avait pas reconnu l'autorité de cet oncle sur la fille, et donc elle impose la célébration du mariage. Le mariage semble fonctionner, du moins apparemment, quelque temps, puisque le couple, qui est revenu entre-temps à Lyon, baptise 6 enfants, entre 1644 et 1656. Entre-temps, la sœur de Sarah, Suzanne, elle est rentrée à Genève avec son père. Et en 1649, cette sœur Suzanne se retrouve aussi devant le consistoire de Genève pour régler un conflit qui est surgi avec son fiancé aussi, Pierre Garnier, qui est présent devant le consistoire avec sa mère. Pierre s'était engagé avec Suzanne pour l'épouser, avait promis de l'épouser, et la famille de Suzanne avait promis la dot, qui avait, d'après Pierre, après, c'était une promesse qu'il n'avait pas exaucée. Donc Pierre, il se plaint, les époux promis ont très peu envie de se marier, il est clair qu'ils se bagarrent déjà devant le consistoire, mais le consistoire les oblige à nouveau de rédiger le contrat de mariage et de s'épouser. Et ils le font, et quelque temps après, ils sont à nouveau devant le consistoire. Le consistoire a été informé des litiges répétés entre les deux, avait appris que Suzanne était rentrée chez son père et chez sa belle-mère à Lyon. Il décide de la convoquer devant le consistoire pour la convaincre de retourner avec son mari. Il réussit, puisque quelque temps après, Suzanne revient devant, elle quitte son mari, elle retourne chez sa famille d'origine, et puis elle se représente devant le consistoire pour dire que son mari là-bas. La dénonciation écrite qui fuse de tous les côtés, il s'insulte de manière assez violente, puisque Pierre s'en prend à Suzanne, il s'en prend à sa belle-mère, à d'autres femmes amies de la famille, et les traite de putes devant le consistoire en disant c'est des femmes ignobles, etc. Le consistoire persiste en disant non, vous devez vous réunir et rester ensemble. Les conflits deviennent publics, bon, ils se bagarrent pendant un certain temps. Et le consistoire ne veut pas les laisser, en fait. Après, il semble que vers 1650, le consistoire a obtenu gain de cause. Et pendant 10 ans, on n'a plus de nouvelles du couple. En fait, on n'a plus de nouvelles à Genève, puisqu'entre-temps, en 1957, nous on voit Suzanne avec une fille à Lyon, qui vit avec son père, qui s'est entre-temps revenue à Lyon, et on n'a que des nouvelles indirectes de son mari, qui, certains le disent à Turin, d'autres à Montélimar, on ne sait pas où il est. Mais nous avons ces nouvelles de Suzanne par les archives de la Compagnie pour la propagation de la foi. Parce qu'en 1957, Suzanne abjure la religion réformée et devient catholique. Et reçoit donc les subventions qui sont nécessaires à cette conversion. En 1661, Pierre revient à Lyon. Il est rappelé au consistoire, il fait à nouveau appel au consistoire de Genève pour reprendre sa femme, qui entre-temps est retournée à Genève. Donc vous voyez tous les passages que l'on a. C'est-à-dire que ces gens bougent en permanence. Et donc l'attraction et les besoins sur les deux lieux sont très, très nombreux. Et donc Suzanne est retournée à Genève, où le 10 octobre de 1661, et s'était présentée devant le consistoire pour, je cite, reconnaître sa faute d'avoir abjuré la religion à Lyon, demandant pardon à Dieu et à l'Église. Donc elle redevient protestante pour le consistoire de Genève, mais elle affirme aussi que ce sont ses parents qui étaient convertis, alors que nous on n'a pas de trace de la conversion des parents, qui l'ont forcée à abjurer, profitant, elle dit, de la misère en laquelle elle était réduite et abandonnée avec un enfant de son mari. Alors, c'est un mensonge, nous n'avons pas de traces de la conversion des parents, mais là, il y a tout un brouillard de rumeurs, de confessions, etc. On dit que Suzanne a été à Montpellier, que là-bas elle a fréquenté les deux églises. Suzanne mène une double vie quelque part, parce qu'elle profite des aides à la fois aux nouveaux convertis, et puis elle fait appel au consistoire de Genève, etc. Et puis en fait, en 1672, elle déclare au consistoire de n'avoir plus parlé avec son mari depuis 6 ans. De Montélimar, où se trouve Pierre fait savoir qu'il refuse le divorce, mais puis finalement, ils finiront par divorcer. Et nous savons par exemple qu'en 1671, la Compagnie pour la propagation de la foi
a trouvé un travail à Suzanne, qui travaille chez Madame de Montereau avec sa fille, qui elle aussi a abjuré. Et puis voilà, donc on la retrouve catholique. Et puis finalement, en 1672, les anciens du consistoire de Lyon transmettent au consistoire de Genève une lettre dans laquelle ils affirment que la Balexer avait vécu en concubinage avec un ouvrier catholique pendant 2 ans et qui s'était même adressé à un prêtre pour se marier. Et puis voilà, à la fin, en 73, le consistoire de Genève prononce le divorce et l'histoire est finie. Mais c'est une histoire qui est vraiment emblématique de ces passages et de ces besoins qui se mêlent avec des mensonges, certes, mais aussi avec des exigences qui sont intéressantes. Et puis, voilà, donc ce cas atteste aussi comment dirais-je, de l'intelligence de ces personnes, de leurs compétences institutionnelles. Elles savent où aller, elles savent comment se débrouiller, comme elles sont très férues en droit, par exemple, en général. Les personnes les plus modestes, ils savent très bien jongler avec la jurisprudence, quelque part. Donc, et là, effectivement, ils savent se promener entre les différentes institutions pour réussir à obtenir un peu de liberté des maris, par exemple, qui la battent. Donc, les étrangers, une bonne partie des conversions des étrangers s'explique aussi par ça, par ce rôle spécifique de la Compagnie pour la propagation de la foi à l'égard de cette population particulière. Mais il y a quelques personnes donc, qui sont aussi internes à la communauté protestante, certains très bien installés. D'abord, je pense que les élites, alors ça, je n'ai pas poursuivi l'enquête, mais que les grandes familles protestantes ne se convertissent pas auprès de la Compagnie pour la propagation de la foi, mais elles le font notamment autour de la révocation, elles le font par des biais indirects, soit ailleurs, soit par des prêtres, etc., mais à l'extérieur de la Compagnie. Il y a une espèce de complicité dans cela, c'est-à-dire que la Compagnie ne s'attaque pas, n'a pas intérêt à démolir l'Église réformée lyonnaise. Et donc, elle utilise certains arguments, bon, donc elle se spécialise dans l'assistance et la conversion de cette population particulière. À côté, donc elle laisse tranquille la communauté protestante, sauf quand les gens font appel à la Compagnie. Et c'est le cas notamment des adolescents, en gros, protestants, de membres aussi costauds de la communauté, qui souvent, en polémique avec les parents, la famille ou les autorités, décident de partir. Théodore Pointeau, qui est fils d'un gantier assez important et assez riche de la communauté, il a 14 ans, il abjure en 1665 en disant « Bon basta, je veux changer de maître d'apprentissage parce que celui-là il me bat et je ne vais pas, mon père m'a assigné là-bas ». Donc il va à la Compagnie qui le met en apprentissage chez un autre maître. Et cette histoire sert à la sœur de Théodore, qui est un peu plus âgée, lorsque quelques années plus tard, elle est en rupture avec son mari, après avoir mis au monde 4 ou 5 enfants et en avoir perdu 2, 3 même. Elle a un cycle démographique parfait, parce qu'elle a un enfant tous les 2 ans, plus ou moins, et au bout du 5e, il y a un trou de 4 ans, et c'est les trous au moment où elle s'est convertie. Donc elle s'est échappée de chez elle, elle est allée voir, c'est la sœur de Théodore, elle est allée voir la Compagnie pour la propagation pour obtenir une protection, un logement, elle y reste 2 ou 3 ans, et puis elle revient comme catholique, parce qu'elle ne se reconvertit pas, elle met au monde avec son mari et 6 autres enfants, et c'est comme tout revenait, disons, à la normale. Ça, ce sont les protestants de la communauté qui sont un peu, disons, encerclés par la... Il y en a vraiment pas trop. Donc voilà, et j'en arrive à quelques conclusions, puisque ces cas que j'ai présentés relativement rapidement permettent, à mon sens, de tirer quelques conclusions au sujet, évidemment, de l'itinéraire de ces convertis. On peut imaginer plus que décrire leurs histoires, bien évidemment, mais on peut faire des hypothèses sur les raisons qui les amènent à la conversion, mais qui peut aussi nous permettre de faire des hypothèses, justement, sur les caractéristiques de l'activité de la Compagnie pour la propagation de la foi. Et là, je retrouve, j'espère, ce lien que j'avais posé, que je peux vous remettre dans l'intitulé, si vous voulez, qui est entre les conversions, l'assistance et le travail. Du côté des convertis, nous pouvons dire avec... moi je suis persuadée enfin, c'est ma thèse, quelque part, qu'il existe une imbrication profonde de motifs, à la fois économiques, sociaux et religieux, et personnels, qui les poussent à faire le choix de rompre avec la confession originaire. Et c'est vraiment une imbrication.
Nous n'avons, comme je disais tout à l'heure, nous n'avons aucunement la possibilité d'évaluer la composante religieuse de cette conversion, parce qu'il n'y a pas de récit, il n'y a pas de traces dans les archives, mais je pense qu'il se peut qu'une partie des convertis ait fait ce choix en pensant que la religion catholique, apostolique et romaine était véritablement plus vraie que la prétendue religion réformée, mais en dépit de ces zones de silence des sources qui nous empêchent de nous exprimer à ce sujet, et donc de la conviction religieuse, on peut quand même mettre l'accent sur l'impossibilité de trancher de manière radicale entre les motivations religieuses et opportunistes de la conversion. Puis je pense qu'il faut éviter cette dichotomie qui a été posée souvent par l'historiographie entre la conversion, disons, sincère et l'utilité matérielle. D'une part parce que la religion n'était pas un élément de la vie privée, de la sphère privée, avait des composantes explicites de vie, disons, citadine, qui étaient dedans, et d'inscription aussi institutionnelle. Donc ce n'est pas un phénomène tout privé. Donc cette idée d'aller chercher les motivations spirituelles me semble difficile à réaliser. Hein, et qu'il y a, voilà, que c'est comme, je veux dire, presque... c'est comme si les institutions préposées aux conversions agissaient comme enfin, c'est caricatural, mais voilà, ils donnent un passeport. Quoi. On a besoin d'un passeport pour aller à l'étranger, et ben voilà. Et la conversion fonctionne un peu comme un passeport. Et l'activité aussi que mettent en place ces institutions comme la Compagnie pour la propagation de la foi sont d'une certaine manière aussi ambiguës. Parce que l'intention est certainement celle d'offrir des aides simplement pour libérer la conversion et donc de libérer du besoin de la famille, par exemple, les convertis. Mais en faisant cela, ils se posent comme des opportunités aussi, à partir desquelles les gens peuvent quelque part faire leur vie et examiner les ressources qui sont devant leurs yeux. Donc ça explique pour moi pourquoi la plupart des convertis, ou une bonne partie, viennent d'ailleurs et qui n'ont pas d'attache avec la communauté protestante. Et que le profil d'ailleurs des protestants de la ville qui se convertissent auprès de la compagnie, c'est un profil de marginalité économique mais aussi communautaire. Ce sont les franges effectivement les plus marginales de la communauté qui partent, sauf quelques exceptions mais relativement rares. Et donc la conclusion à laquelle j'arrive, c'est qui concerne en partie l'interprétation qu'en avait donnée Odile Martin, mais aussi la physionomie de la Compagnie pour la propagation de la foi, c'est qu'elle se taille une position vis-à-vis des étrangers qui va finir par être une institution charitable quelque part et d'assistance qui va composer un panorama beaucoup plus large qui est celui de l'assistance lyonnaise, qui se compose de l'aumône générale, mais aussi d'autres institutions qui semblent se spécialiser quelque part. Et là, elles se spécialisent dans les étrangers de provenance essentiellement genevoise ou protestante, pour les faire devenir catholiques. Et il y en a d'autres qui se spécialisent dans d'autres réseaux. Et donc, elle signe une espèce de gentleman agreement avec la communauté protestante pour dire, nous, on te laisse tranquille. En échange, ils ne se le disent jamais comme ça, mais c'est comme si tout arrivait comme ça, en échange d'un peu de symbolique de la conversion, puisque la compagnie après convertit publiquement dans certaines églises de la ville pour imposer sa présence, c'est-à-dire on est là, on est actif, on fait aussi du prosélytisme, et donc on fait une action religieuse tout en faisant une action d'assistance. Et là, on rejoint des études qui ont été faites pour Turin et Venise, par exemple, sur des institutions de ce genre, par deux historiens, Luciano Allegre et Nathalie Rothman, l'un est turinois et l'autre est canadienne, en fait, qui travaille au Canada au moins, qui a étudié ce genre d'institutions comme des modèles, comme des institutions qui ont un rôle fondamental dans l'insertion des étrangers au sens large, y compris étrangers religieux, dans l'insertion de ces étrangers dans la ville, dans le tissu social, économique, urbain. Et donc où, effectivement, leur activité permet le maintien d'une minorité économiquement importante et socialement importante, comme l'Église protestante réformée à Lyon. Elle permet le maintien, mais
elle permet aussi d'attirer les franges les plus fragiles de manière à assurer une espèce de win-win. Hein. D'un côté, le catholicisme gagne parce qu'il convertit, mais elle ne déstabilise pas, elle ne déséquilibre pas les équilibres de la ville qui sont des équilibres longs, puisque la présence protestante, même si c'est plus ou moins 1% de la population, est une présence assez vivace et intense de tous les points de vue, culturels, économiques, sociaux, etc. Et donc il y a cette espèce de deal qui est fait entre les deux et qui se joue à partir des réseaux d'assistance, mais aussi à partir du travail, puisque l'enjeu fondamental de cette assistance, c'est le fait, et de la conversion, de la solidité de la conversion, c'est passer par le travail chez des artisans catholiques confirmés qui, avec leur présence, avec les attitudes, disons, paternalistes de l'apprentissage ou des rapports de travail de l'époque, permet à son tour de consolider la conversion effective. Donc voilà, ça ce sont un peu mes conclusions et qui expliquent, j'espère, le lien que j'ai essayé de faire entre la conversion, une lecture particulière de la conversion et notamment le réseau d'assistance et le travail, puisque ça passe par le travail. Peut-être que j'ai un peu négligé la partie relative au travail, mais on a plein d'exemples, voilà, de convertis qui finissent par se consolider grâce aussi au travail lyonnais ou ailleurs, hein, parce que la compagnie après a des liens aussi ailleurs, et donc on voit ces apprentis qui sont envoyés un peu partout, y compris à Paris, pour apprendre un métier et consolider leur appartenance catholique. Voilà. Je vous remercie. Merci infiniment pour cette conférence passionnante. Vous êtes avec des recherches extrêmement fines qui concernent un milieu et un milieu social et des âges qui ne sont pas faciles à étudier parce qu'il n'y a pas de données. Donc, vous avez réussi à trouver des choses. J'ai essayé. C'est très si j'ai intéressant. réussi, j'en sais rien. Mais en fait, ce qui apparaît quand même, c'est que ces conversions, elles sont opportunistes, puisqu'ils peuvent basculer de l'autre côté, ils font des allées et venues. Et moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça, parce que moi, je ne suis pas prête à dire que ce sont opportunistes. Je refuse quelque part les prémices. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a un coût de toute façon. Parce que quitter, et c'est Rousseau après qui le dit dans d'autres passages des Confessions, hein, c'est-à-dire que lui, il est élevé à Genève, donc, et à Genève, on lui a dit tout le mal possible de l'Église catholique. C'est-à-dire que c'est pas facile hein, de céder. Parce qu'il y a aussi des réseaux, et justement à Lyon, il y a quand même une église qui est pourvoyeuse aussi d'assistance et d'abri quelque part. Donc, il y a un coût, et c'est un pas qui n'est pas facile à franchir. Et donc, justement, je mettais l'accent sur le fait que la déception vis-à-vis des sommets de l'église genevoise, de la part d'un certain nombre de personnes, effectivement favorise un passage. C'est-à-dire que la déception, on s'en bat et c'est bon, c'est eux qui ont trahi, c'est pas nous. Mais c'est pas tout à fait facile. Donc, l'opportunisme, il est où? Il est simplement... Et d'autre part, c'est parce que le statut et la place de la religion n'étaient pas le même dans lequel nous on le vit. Pour nous, c'est un truc qui est totalement spirituel. Où la sincérité correspond à la spiritualité. On croit pas. Et donc le mouvement doit être désintéressé parce que ça ne justifie pas moralement un acte aussi lourd qui est la conversion. Mais je ne suis pas persuadée que ça c'était la place dans laquelle les gens du XVIIe siècle, sauf certains, les plus engagés dans les disputes. C'est l'élite. Oui, l'élite culturelle, mais plus que ça, aussi les personnes qui sont engagées dans une démarche qui atteste systématiquement une démarche religieuse dans leur discussion hein, et qui laisse des traces. Mais les autres, moi je ne suis pas persuadée qu'ils concevaient des choses comme ça. Parce que ce n'est pas quelque chose qui a à voir avec le fort privé. Uniquement, le fort privé, il est relativement protégé aussi à nous. Hein. Parce qu'avec l'édit de Nantes, finalement, on dit oui, vous pensez ce que vous voulez, mais on se met d'accord sur l'externalisation de vos croyances. Donc finalement, l'appartenance religieuse est une appartenance qui donne un statut particulier, puisqu'on est protestant ou on est catholique, donc les registres ne sont pas les mêmes.
Si on se marie, on doit aller là-bas. Donc, c'est une place qui est, pour moi, c'est plus une question de passeport. Pour moi, c'est la métaphore la plus adéquate, et celle de dire, voilà, alors, c'est très autobiographique, parce que, voilà, moi, je suis moitié protestante, moitié catholique, je suis italienne, j'ai immigré en France, j'ai épousé un Américain juif, et nos enfants, on ne sait pas ce que c'est, quoi. Voilà, c'est tout. Hein. Et là, mon fils il était petit, mais il m'avait dit, mais moi, je suis quoi? On avait habité 2 ans en Israël aussi. Il m'a dit, mais moi je suis quoi? Il avait 8 ou 9 ans et je lui avais fait tout mon speech en disant que nous on l'avait inscrit quand même comme juif, mais en plus on l'appelait Isaac, donc c'était difficile de faire un protestant si ça allait. Mais, et qu'après ça serait à lui de choisir, etc. Il me regarde en me disant, mais pourquoi je devrais choisir? Moi je suis tout ça. Et finalement ça m'a ouvert dans la naïveté, dans le truc aussi immédiat, mais je me suis dit, mais il a raison. Il est tout ça, donc il n'a pas besoin de choisir aujourd'hui. Donc, et puis après, on a fait des démarches pour se naturaliser français. Et pourquoi on a fait ces démarches? Bon, moi je suis italienne, donc pour moi ça ne me change strictement rien, sauf voter. Pour mon mari, c'était un peu plus compliqué. Et là, cette idée, quelque part, que moi je me suis souvent représentée ces convertis genevois comme à la recherche d'un passeport. Parce qu'il y a un coût aussi dans la naturalisation. Hein, bon, je ne veux pas descendre dans l'autobiographie infinie, mais au moment où je suis devenue... D'abord, j'ai choisi de devenir française lorsque j'ai pu garder ma nationalité italienne, parce que je n'aurais pas abdiqué à la mienne. Parce que c'est un coût, même si je vis en France depuis plus que la moitié de ma vie. Mais non, je ne peux pas renoncer à ça, quelque part. Y compris, bon, moi j'ai été baptisée protestante, je reste protestante, même si je n'ai pas confirmé. Et je n'ai aucune intention ni de me convertir. Bon, je ne suis pas croyante, mais parce que c'est une question, voilà, d'un héritage que je porte et qui est avec moi. Je n'ai pas changé mon nom de jeune fille pour celui de mon mari non plus, un peu pour les mêmes raisons. Mais le fait de devenir française, effectivement, ça ouvre un certain nombre de portes de la décision civique. Je vote pour le pays dans lequel je paye mes impôts, c'est le pays pour lequel je vote aussi. Et ça change. Et là, c'est un peu la même chose. Et bon, ne votez pas. Mais je suis catholique ou je suis protestant, j'appartiens à une nation différente. Donc, où est-ce qu'on met l'opportunisme? Hein, après, c'est des gens qui bricolent toute leur vie pour survivre. Vous n'actualisez pas avec les problèmes des musulmans actuels? Ben ça, c'est plus compliqué, parce qu'entre protestants et catholiques, on peut... enfin, la différence spécifique est relativement... c'est faisable, alors que d'autres confessions, c'est plus compliqué, parce que c'est négocié avec d'interdits très différents. Donc, non, après, je ne veux pas actualiser, parce que c'est plus un problème de conversion. Moi, l'image de changement de nationalité me sert à penser à quel type de sens pouvait avoir ce geste. Donc, je ne peux pas reporter ces conversions-là aux conversions actuelles. Mais il y a quelque chose dans le profil des convertis, parce que ce profil-là est exactement le même que les sociologues identifient dans les conversions contemporaines, quel que soit. C'est toujours des adolescents et c'est toujours en rupture avec une autorité. Et là, on retrouve pleinement la chose. Hein. Il y a des histoires de jeunes filles et jeunes hommes que je ne vous ai pas racontées, mais qui sont emblématiques aussi de cette rupture familiale. Et on voit les adolescents qui se bagarrent avec leurs parents et qui veulent, avec des parents qui ne sont pas très tendres, hein, avec eux non plus. Donc, je crois qu'il y a tout ça et que, voilà, il y a des analogies. Donc, comment est-ce qu'on casse les pieds aux parents, en fait? Et là, parfois, on choisit la conversion, parfois... C'est assez surprenant parce que, justement, à cette époque-là, on n'imagine pas trop les adolescents qui tiennent tête à leurs parents. Plus tard, il y aura Voltaire qui va être... Mais il y en a plein de petits Voltaire, hein, de gens, si vous voulez, même avec des arguments. Hein, mais il y a une très belle histoire à moitié, évidemment, d'une fille, d'une famille assez de l'élite protestante. C'est l'une des rares qui, à un certain moment, raconte que s'est échappée en se promenant à Bellecour avec sa sœur, du contrôle de sa sœur et de sa mère, pour aller voir je ne sais plus qui elle va voir, mais elle ne va pas voir la compagnie directement. Elle va voir quelqu'un en disant protégez-moi, je veux me convertir, et ma famille ne veut pas. Et puis après, évidemment, on la rattrape. Donc on voit et plein de gens qui ne veulent pas se soumettre complètement à l'autorité des parents ou des maîtres,
et qui donc trouve cette solution. Ou du mari, l'histoire d'Hélène Pointeau, cette fille, pour moi, elle est absolument magnifique quelque part. Et là encore, tous les trous sont difficiles à combler, parce que moi, je ne vois que sa biographie, donc ses naissances qui se répètent, la mort des enfants, le trou. Bon, il n'y a plus de naissance, elle part, je la retrouve convertie, et puis ça recommence. Donc, est-ce qu'elle est partie est-ce qu'elle voulait devenir catholique et son mari l'a jetée dehors, et donc elle est allée se protéger à la compagnie de la propagation de la foi, ou est-ce qu'elle n'en pouvait plus de son mari, et qu'est-ce qu'elle pouvait faire? C'est d'aller trouver un abri et dire, bon, ok, basta, maintenant je prends une pause, je m'en vais, puis je vais voir. Moi, je plaide plutôt pour cette interprétation, mais rien ne la justifie. Mais c'est son histoire aussi, parce qu'elle s'est mariée enceinte, elle avait 19 ans, sans doute c'était un mariage un peu forcé. Enfin, bref, il y a plein de choses qui me font pencher pour cette interprétation. Est-ce qu'elle est la bonne? J'en sais rien. Mais c'est une histoire qui dit aussi comment on se soustrait au contrôle de l'autorité. Après, j'ai cherché, par exemple, cette histoire, ils sont ici ces documents, c'est comment ça s'appelle, les procédures de séparation de corps et de biens. Il n'y avait pas le divorce, mais il y a toutes les procédures. Donc j'ai cherché pour voir si elle avait tenté une procédure de ce genre. Je ne la trouve pas. Mais sans doute pour une protestante, il y avait cette solution-là qui était moins coûteuse que d'ouvrir une procédure avec sa famille. Le divorce était interdit, de toute façon. Non, mais il y a plein de cas de femmes qui obtiennent la séparation. Donc pourquoi elle ne l'a pas fait? Parce que les coûts de ça, en termes de relations, sont très forts. Alors que là, visiblement, elle n'a pas payé beaucoup. Elle est restée 2 ans et puis elle est retournée. Puis on n'en sait plus rien. Oui. Est-ce que vous avez des questions? J'ai trouvé très intéressant effectivement votre façon d'aborder le problème en allant voir les convertis et les suivants. Ça nous replonge vraiment dans des histoires qui font l'histoire. Et ça, on voit toute la complexité, comme vous l'avez dit. Ce que je voulais savoir, c'est, vous avez un peu parlé dans votre conclusion, la comparaison avec d'autres villes, Turin. Mais est-ce qu'il y a une spécificité lyonnaise? Est-ce qu'on peut, Lyon, on vous a bien montré que les 2 pôles, Genève-Lyon, protestants et catholiques, 2 pôles économiques qui jouent, est-ce qu'il y a quand même une spécificité lyonnaise dans ce que vous avez étudié? Est-ce que vous n'avez pas été tenté d'aller voir dans d'autres villes comme à Paris des parcours de convertis pour voir si c'est un peu différent? Bonne question. Non, j'ai jamais eu cette tentation-là pour plusieurs raisons. D'abord, des questions de documentation, parce qu'à Paris, toutes les archives, disons les baptêmes, enfin tous ces registres, disons, démographiques n'existent presque plus. Donc il est plus difficile d'aller voir. Puis parce que je raisonne un peu par cas, c'est-à-dire que Lyon, alors est-ce que mes conclusions sont des conclusions qui peuvent franchir la porte de Lyon pour être généralisées ou pas? Je pense qu'en partie oui, et en partie évidemment il reste le cas spécifique de Lyon. Et je pense que la spécificité de Lyon, c'est celle que vous évoquez, c'est-à-dire que c'est le fait d'être à proximité, quand même d'être un territoire fortement contrôlé par les catholiques, avec une présence protestante mobile, très mobile, mais de longue durée, parce qu'à partir de l'épisode de 1562, quand les protestants s'emparent de la municipalité, puis sont chassés, enfin toute cette histoire-là, et puis après, avec l'édit de Nantes, ils s'installent, disons, de manière relativement fixe. Mais moi, j'ai regardé, par exemple, j'ai essayé de voir la continuité de la communauté protestante à partir des noms de famille, de ceux que je retrouve. Moi, je suis obsédée par l'histoire du bateau de Thésée. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du bateau de Thésée. Bon, c'est le dilemme philosophique de l'identité. C'est que les Athéniens, dit-on, ils ont conservé le bateau de Thésée. Et puis, progressivement, les morceaux de bois pourrissent, et donc il faut changer les morceaux de bois. Et à un certain moment, on a changé tous les morceaux de bois. Est-ce que c'est le même bateau? C'est toujours le bateau de Thésée. Et j'ai essayé de faire ça avec la communauté protestante, dont les institutions sont toujours les mêmes, mais est-ce qu'entre le début du siècle, donc du XVIIe siècle, et la fin du siècle, est-ce que c'est les mêmes? Et donc j'ai essayé de l'étudier à partir des noms de famille, de la permanence des noms de famille. Et il y a un turnover extraordinaire.
C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas, si on fait des tranches de 20 ans par exemple, on ne retrouve pas les mêmes villes. Donc ça veut dire que c'est une communauté qui est très mobile, très imbriquée avec non seulement la France, mais Genève, la Suisse, l'Italie, hein, parce qu'il y a des familles en plus protestantes italiennes qui sont passées par la Suisse avant d'arriver à Lyon, Marseille, hein, l'Allemagne, etc. Donc ça, c'est une position très particulière. La nature marchande de cette ville, elle est particulière. Et la deuxième particularité, c'est aussi d'être concentré sur l'industrie de la soie, qui est une industrie qui est à la fois genevoise, mais aussi turinoise, milanaise, génoise. Donc, les imbrications et les passerelles, disons, entre catholiques et protestants sont nombreuses. Et donc ça, je crois que c'est un peu spécifique. Mais est-ce que ça peut être élargi à toutes les villes marchandes? Alors, le cas de Venise, c'est un cas encore où... mais là, ce n'est pas des protestants, c'est des musulmans. Donc, la situation n'est pas la même, parce que, bon, je citais cette étude qui pour moi est très intéressante de Nathalie Rothman, mais elle travaille en disant, voilà, les musulmans qui deviennent catholiques, c'est une porte d'entrée dans la ville, parce que sinon, ils n'ont pas de citoyenneté. Et donc, la conversion devient une arme de citoyenneté. Ce qui n'est pas le cas pour les protestants lyonnais, parce qu'ils ont une citoyenneté, jusqu'en 1685. Après, la chose qui est intéressante, c'est de comprendre, mais ça, je n'ai pas réussi à les suivre, parce qu'il y a pas mal de, par exemple, de Saint-Gallois ou des étrangers qui demandent, disons, la naturalisation française quand ils sont avant la révocation. Et à la révocation, qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'à la révocation, s'ils sont français, ils ne peuvent pas rester en France, ils ne peuvent pas rester protestants. Et donc, moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils choisissent. Donc, de quel côté penchent leurs intérêts ou leur âme? Est-ce qu'ils privilégient le fait de dire non, maintenant on redevient Saint-Gallois ou Genevois ou étranger pour garder la possibilité d'exercer un culte, ou bien est-ce qu'on garde la fidélité nationale, disons, française, et on abdique à la religion? Donc ce sont tous des choix là encore. Qu'est-ce qui est opportuniste dans ces cas-là, quand une identité conflige avec l'autre? Donc ça, je pense que c'est la particularité lyonnaise, du fait de la position aussi et la solidité de la communauté. Mais c'est, après, bon, je parle pendant que je pense, mais je me dis que c'est aussi la spécificité française. Avec l'édit de Nantes, on introduit, si vous voulez, quelque chose qui est unique dans l'Europe de ce temps-là, qui est la possibilité, justement, de rester minorité. On invente une minorité possible. Et donc la cohabitation, elle est délicate et très fragile, alors que les autres contextes ne prévoient pas du tout de cohabitation. Enfin, beaucoup. Donc ça peut être un cas qui est aussi celui d'autres villes françaises. À Tours, par exemple. À Tours, après,